Bonjour à tous. Nous sommes en compagnie de Caroline Magri, juriste au GISTI, ainsi qu'Élise Poussy, assistante sociale chez Primo Levi, Thomas Perrault, responsable projet santé, squat et bidonville de la mission France Première Urgence Internationale, et Bénédicte Maraval, assistante sociale au COMED. Alors, notre deuxième question est pour Élise Poussy. Euh, elle, Quid, c'est vraiment la question de l'accès aux soins, mais avant même l'accès aux soins, c'est l'accès à un minimum de protection pour les personnes en situation irrégulière de séjour. Est-ce que vous pouvez nous développer un peu cette question-là? Euh, Oui, alors déjà peut-être en recontextualisant, c'est vrai que parmi les primo-arrivants, personnes en exil, on sait combien ils ont il y a une prévalence de vulnérabilité médicale due à des pathologies multiples et aussi qui peuvent être liées à leur parcours d'exil et aux violences qu'ils ont subies. Donc c'est vrai que dans le cadre de la crise sanitaire, c'est la première question qui s'est posée, notamment pour le centre de soins Primo Levi, qui était le quid du maintien des soins pour des pathologies chroniques et des traitements à long terme dans un contexte de confinement avec, on vient de l'évoquer, une fragilité aussi autour de l'assurance maladie, la délivrance de médicaments aussi auprès de pharmaciens à distance. Donc, il y a eu aussi d'abord dans le cadre de l'annonce du confinement, cette première préoccupation qui était de garantir la continuité des soins malgré un contexte de confinement, avec de fait une, une plus grande fragilité des vulnérabilités existantes. Voilà. Aussi bien administrative que de l'assurance maladie euh, et médicale. Et en plus, un questionnement qu'ont également les médecins avaient, qui était, il faut se souvenir qu'aussi à la mi-mars, on savait et on sait encore assez peu de choses sur ce virus, ce que disaient les médecins, et que maintenant on en a appris un peu plus, mais que le savoir scientifique au début de la crise sanitaire était à 10% de ce qu'on sait maintenant, et on en sait encore assez peu. Donc avec voilà, donc du coup toutes ces grandes inconnues pour notre public, entre vulnérabilité médicale, conditions de vie, conditions administratives, effet du confinement, c'est-à-dire qu'est-ce que va éventuellement susciter l'annonce du confinement pour des personnes qui souvent ont déjà connu l'enfermement dans un autre contexte, quelles sont leurs possibilités, enfin voilà, les ressources ou pas qu'ils vont avoir dans ce contexte-là. Donc c'était enfin, voilà, une grande question autour de la protection en règle générale, avant même de penser les protections sanitaires matérielles de type masque, gel hydroalcoolique, qui nous ont tous traversés, je pense, et qui ont traversé l'ensemble de la société et du système de soins et autres. Donc, un axe en tout cas très important, et c'est vrai qu'on a aussi pu constater dans les premières semaines la grande difficulté qui a été de maintenir ces traitements-là, notamment avec des pharmaciens qui, pour la plupart, ne connaissaient pas les personnes qu'on leur adressait, avec une difficulté aussi de langage, la question des documents administratifs à produire, d'AME, de CMU. Et donc, il y a eu quand même plusieurs semaines où les choses sont arrivées au compte-gouttes en termes de protection, de garantie, de décret. Donc, avec quand même un grand moment d'instabilité autour de ces différentes questions. Peut-être que le COMED en dira davantage tout à l'heure, mais en tout cas, ça a été pour nous le premier axe, avec assujetti à ça la fonction des médecins qui, par des téléconsultations,
ont pu aussi évaluer, ont dû être en situation de devoir évaluer des symptômes de Covid avec des interventions éventuelles par les services d'urgence. Enfin, voilà, ça a posé tout un tas de questionnements, de pratiques. Comment maintenir cette mission de protection médicale et sociale qui nous sont attribuées dans un contexte où on ne pouvait plus forcément les pratiquer dans des conditions suffisantes et adéquates et avec des personnes qui ne sont loin d'être dans des conditions suffisantes et adéquates. Ça, c'était le premier aspect, donc vraiment sur les considérations d'accessibilité au traitement et à la vulnérabilité médicale. Le deuxième aspect, et enfin, Caroline en a un petit peu parlé, c'est sur effectivement l'accessibilité à l'hébergement à l'annonce du confinement pour des personnes qui, au-delà d'être en grande vulnérabilité médicale ou d'être d'être ou pas en demande d'asile ou déboutées, étaient extrêmement exposées déjà à une précarité et à une situation de rue instable. Et donc, quid pour eux de leur capacité à être confinés dans des conditions suffisantes et donc à respecter le confinement et à en être protégés. Donc ça a été aussi le deuxième aspect pour nous qui était relatif à notre mandat de protection. Donc voilà, on a essayé de protéger comme on a pu avec effectivement les moyens du bord par des soutiens financiers privés extérieurs, de pouvoir mettre à l'abri un certain nombre de patients. La question c'est et après, c'est-à-dire là, quid du déconfinement dans ces considérations-là, si on estime actuellement que le dispositif d'hébergement, s'il y a eu effectivement beaucoup de places allouées à la crise du Covid, elles étaient de toute façon insuffisantes et quid du dispositif d'hébergement dans les mois à venir quand on considère qu'il est à l'heure actuelle en situation d'être figé. Voilà, les dernières nouvelles sont assez, en tout cas de mon côté, à mon niveau, ne sont pas très encourageantes. Elles l'étaient déjà pas avant, mais là, c'est vraiment le statu quo. Donc, ça pose de toute façon la question de la pérennisation de ce qui a été mis en place durant la crise pour protéger les personnes à la rue. Quid de la pérennisation de ce dispositif de protection qu'est l'hébergement et quid des dispositifs d'urgence mis en place, comme le nôtre par exemple, au coup par coup, par des petites associations qui ont œuvré avec les moyens du bord pour leur public dans cette mission de protection. La troisième chose, c'est qu'effectivement, il y avait une grande interrogation sur les effets du confinement pour des familles ou des couples ou même des personnes isolées qui ont déjà un vécu lié à l'enfermement. Les retours sont assez disparates, donc ce serait difficile d'en faire une analyse fine aujourd'hui. Je pense qu'on en mesurera que les effets que dans les mois à venir. Je pense qu'il y a un temps pour tout, voilà, et que je crois que c'est difficile là de pouvoir se prévaloir de comment les gens vivraient ou ont vécu l'enfermement et le confinement. Voilà, mais le deuxième point, enfin le quatrième point, c'est le déconfinement. C'est les enjeux du déconfinement pour notre public. Donc pour les personnes en exil avec une situation administrative relativement exposée, enfin voilà, Caroline en a parlé, de l'accessibilité par exemple au matériel de protection obligatoire. Donc exactement comme pour le confinement, on se retrouve dans la même situation que pour le confinement. Ceux qui ne pouvaient pas être confinés, voilà, ils ne pouvaient pas être confinés parce qu'ils n'avaient pas de chez eux. Ceux qui peuvent être déconfinés, il y a des obligations sanitaires à remplir, notamment dans les transports en commun, le port du masque, les horaires à respecter. Quid de l'accessibilité à des masques pour ce public-là, sachant que pour la plupart, ils sont hébergés sur des communes, beaucoup dans la communauté chez des particuliers, donc ne sont pas tracés par la mairie
éventuellement la mairie met à disposition des masques. Donc c'est cette invisibilité-là aussi au niveau du dispositif grand public sanitaire qui se questionne, et donc de leur capacité aussi du coup à pouvoir reprendre des soins sur leur lieu de soins habituel, tel que le nôtre par exemple, parce que devoir se déplacer, les transports en commun, l'exposition à des risques aussi éventuellement de contamination, mais surtout l'exposition à des contrôles et à ne pas pouvoir répondre à l'exigence des obligations qui sont demandées. Les autorisations de déplacement aussi sur les horaires de transport. Voilà, toutes ces questions-là sont encore donc là, on essaie de mobiliser le nécessaire pour pouvoir attribuer des masques. Mais voilà, fort est de prouver que la question du masque est une question voilà, dont on entend beaucoup parler, qui fait l'objet de toutes les attentions et à juste titre. Mais voilà, c'est l'accessibilité pour les publics les plus exclus au matériel sanitaire adéquat se pose. Et avec du coup les risques et les risques qu'ils encourent aussi à l'excès de contrôle, au contrôle, à l'absence de documents, au recours aux ailes aussi de contrôle, parce que nous avons par exemple un certain nombre de patients pour lesquels effectivement les titres ou les récépissés ont été prolongés par décret, comme l'expliquait Caroline. Pour autant, bah, quand ils présentent leur récépissé qui a expiré 15 jours auparavant, ils peuvent aussi être confrontés à des excès de zèle des agents publics, des administrations, pas seulement effectivement de la force publique, mais aussi des administrations diverses, où voilà, il est périmé, alors qu'effectivement, par décret, il est encore valable. Donc, c'était encore voilà, une, une absence de... Voilà, c'est-à-dire que la question de la notion de protection dans ce contexte-là est d'autant moins respectée pour ce public. Voilà, donc je pourrais en dire plein d'autres choses, mais bon, je pense que pour le coup, moi, j'ai l'impression de... Voilà, il y a encore énormément d'inconnus, en fait, je pense, pour les semaines et les mois à venir, à savoir, voilà, qu'est-ce qui va s'initier en termes de mesures de protection pour les personnes en exil. Il y a des appels à la régularisation massive. Enfin, il y a tout un tas de choses qui émergent. Après, effectivement, Caroline le pointait très bien. Il y a tous les signes qui ont été envoyés pendant, pour le confinement ne sont pas effectivement des signes de protection. Je terminerai là-dessus.